Bienvenue sur le podcast de DevMania. Dans les 2 derniers podcasts, nous avons parlé d'applications web et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des différentes étapes de la création d'une application. Je compte actuellement 5 étapes importantes que je vais vous présenter. Commençons tout de suite avec la phase de réflexion. Cela va vous paraître logique, mais cette étape n'est pas à négliger. En général, les gens se disent pour développer une application, il suffit de trouver un truc qui n'existe pas. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Je m'explique. Je vais prendre pour exemple Google. Au départ, Google est uniquement un moteur de recherche et des moteurs de recherche il y en avait. On pouvait retrouver Yahoo et Lycos. Les plus anciens d'entre nous se souviendront de la pub « Va chercher Lycos ». Mais pourquoi aujourd'hui on ne parle plus de ces 2 moteurs de recherche ? Eh bien Google a pris leur part de marché en améliorant son algorithme de recherche. En fait, Google n'a pas innové dans l'idée d'application, mais dans la technique. Pour faire simple, les autres moteurs de recherche se basaient seulement sur des tags, et Google est allé plus loin que ça. Il a instauré le système de popularité d'un site en fonction du nombre de fois où le lien est sur un autre site web. Cela permet d'avoir des résultats plus pertinents, et c'est ce qui a fait connaître Google. En gros, vous pouvez innover sur des choses qui existent déjà, en faisant les choses mieux que les autres. Réfléchir à son idée d'application n'est pas la seule chose à faire dans cette phase. Il y a aussi tout ce qui correspond à l'étude de marché. Car avoir une idée, c'est bien, mais savoir si son idée va être un succès, c'est mieux. Pour ça, vous allez avoir la solution classique de l'étude de marché, le plus souvent faite par des entreprises spécialisées dans les études. Une autre méthode si vous avez une communauté est de lui demander directement si cela l'intéresse. Vous serez assez vite fixé, par contre faites attention, des fois votre communauté vous dira qu'elle est intéressée, mais arrivé au moment de passer à l'action, cela peut être différent. La dernière méthode que je peux vous proposer est d'avoir déjà travaillé dans un domaine et que vous ayez remarqué qu'il y a un besoin important non couvert. Une fois que vous êtes confiant, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à comment coder les choses. Car oui, avant de coder, il faut encore réfléchir. Personnellement, dans cette phase, je réfléchis avec un crayon. Je note tout ce dont je vais avoir besoin, comme la base de données, si c'est une application web, un logiciel, les fonctionnalités et les bibliothèques dont je vais avoir besoin. En fait, je note tout ce qui pourra me servir. Vous avez pu remarquer, j'ai dit les bibliothèques, car pendant cette phase, je fais une grosse veille technologique afin de savoir ce qui existe déjà et ne pas avoir à le redévelopper. Par exemple, si dans mon projet j'ai besoin de lire une image afin de connaître sa tendance de couleur, je vais chercher une bibliothèque qui permet de la parser. Je ne vais pas redévelopper tout ça car je perdrai énormément de temps à apprendre le format de l'image et à coder cette fonctionnalité. Dans cette seconde phase, j'essaye d'imaginer tout ce qu'il pourra y avoir en base de données. Cela permet d'avoir une bonne architecture en base de données et vous permettra d'être assez modulaire. Cette partie n'est pas facile car il est souvent difficile de tout prévoir. Mais avec de l'expérience, cela est de plus en plus simple. Je me souviens lorsque j'ai voulu refaire mon éditeur de jeu, j'avais listé tout ce dont j'avais besoin en base de données, sauf qu'au cours du développement, je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de choses. Mais si vous avez bien réfléchi au départ et bien agencé votre base, les ajouts supplémentaires se feront facilement. D'ailleurs, pour bien faire cela, il est bien de réfléchir aux conventions que vous allez respecter avant de commencer à coder. Par exemple, le nom d'une table est toujours un nom commun au pluriel. Si vous avez une table associative, son nom sera le nom des 2 tables associées. Cela ne s'arrête pas qu'aux bases de données. Vous pouvez aussi le faire pour le code. À chaque fois que vous allez développer une fonction, vous allez mettre un commentaire en expliquant ses arguments, sa valeur de retour, et s'il y a besoin, ce que fait la fonction. La dernière chose que je fais dans cette phase est de réfléchir à la chose la plus importante d'un programme informatique, l'architecture. Et pour cela, j'utilise l'outil appelé UML, dont le nom complet est Unified Modeling Language. C'est un outil graphique qui permet de schématiser vos classes afin de connaître les liens entre elles. Cela demande une grande gymnastique intellectuelle, car vous vous rendrez compte qu'il y a souvent plein de contraintes. Par exemple, pour un jeu vidéo, l'objet désignant le joueur doit connaître toutes les autres classes, mais doit aussi être connu de toutes les autres classes. Cela peut être compliqué à gérer, mais heureusement pour nous, il existe les design patterns. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur les design patterns, mais sachez que cela existe et que c'est vraiment pratique. Je pense que j'en parlerai dans un prochain podcast. Ne négligez pas la partie architecture, car c'est aussi grâce à celle-ci que vous allez rendre votre code modulaire. Et cela vous permettra de faire des ajouts de fonctionnalités sans devoir tout casser. Cette architecture sera aussi une base solide pour le développement, ce qui nous amène à la phase de développement. Lors de cette phase,
vous l'aurez compris, vous allez développer. C'est la phase que préfèrent les développeurs, car c'est aussi la phase où l'on est le plus créatif. Même si la phase précédente demande d'être créatif, le développement demande plus de créativité, car tout au long du développement, vous allez rencontrer des bugs et des problèmes de design. Il va falloir faire preuve de créativité pour venir à bout de tous ces problèmes. Par exemple, vous pouvez détourner une chose que vous avez développée pour faire autre chose. Pour être plus concret, j'ai tout un système pour gérer la rotation d'un objet. Au départ, j'ai développé ce système uniquement pour de l'affichage. Sauf que je me suis rendu compte que j'allais aussi en avoir besoin pour gérer les collisions entre les objets. Du coup, j'ai extrait et modifié la partie de la gestion de rotation afin que ce soit modulaire et réutilisable pour d'autres fonctionnalités. Pour beaucoup, cela paraît évident. Mais savez-vous pourquoi on vous demande toujours de ne jamais faire de copier-coller et de faire du code réutilisable ? Eh bien parce que moins de code, moins de bugs, mais aussi pour rendre la maintenance plus facile. Lors de cette phase, vous allez aussi avoir plein d'idées supplémentaires pour votre application. Je vous invite à les noter, mais ne pas les faire tout de suite. Car plus vous allez avoir de fonctionnalités en plus dans votre application lorsqu'elle est instable, et plus ce sera compliqué de trouver des bugs. J'ai un collègue qui me parlait d'un bug qu'il n'arrivait pas à corriger dans une nouvelle fonctionnalité. En fait, son bug était plus profond que la nouvelle fonctionnalité. Il était engendré par des développements plus anciens, mais qui n'avaient pas été vérifiés à cause de la pression du client pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Souvent, il est bon de dire au client en plein milieu du projet « Stop, on stabilise l'application et ensuite on verra pour ajouter de nouvelles choses ». Cela permet de travailler sur une base stable et donc d'engendrer le moins de bugs possible. D'ailleurs, trouver ces bugs est notre prochaine phase, c'est-à-dire la phase de recette. Ne me demandez pas pourquoi on dit recette, car je ne sais pas. Lors de cette phase, on va faire la chasse aux bugs et les corriger. Il y a plein de façons de trouver les bugs. Pour moi, la plus efficace est de donner l'application entre les mains des futurs utilisateurs. À force d'utiliser votre application, ils vont forcément trouver des bugs, mais aussi avoir des demandes d'amélioration. Par contre, je vous préviens, les retours utilisateurs sont souvent difficiles à comprendre. C'est très souvent que nous avons un simple « ça fonctionne pas ». Et avec ça, vous n'allez pas aller bien loin. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Quelles sont les manipulations qu'a fait l'utilisateur ? Vous allez devoir poser ces questions pour reproduire le bug et le corriger. Si cela peut vous rassurer, vous allez aussi avoir des personnes qui savent expliquer comment reproduire le bug et qui prendront le temps de le faire avant de vous contacter. Chérissez ces personnes, elles seront vos meilleurs alliés. Une fois tous les bugs trouvés et corrigés, vous allez passer à la dernière phase, celle de la communication. Oui, développer une application c'est bien, mais si personne l'utilise, c'est moins bien. Cette phase n'est pas celle que préfèrent les développeurs, car pour eux ce n'est pas leur métier. Mais je pense que cela fait quand même partie du métier de développeur, car même si on délègue souvent cette partie, il faut bien la vendre aux commerciaux qui vont s'en charger. Une raison supplémentaire de le faire est que s'il n'est pas convaincu, il ne pourra pas en faire la promotion efficacement. Sachez que cette phase peut se faire en même temps que le développement de l'application. Cela vous permettra de faire du teasing en montrant que le projet avance. Ça vous donnera aussi une pression supplémentaire afin d'être dans les temps. Sans cette phase, votre application va rester dans le placard et ce serait dommage d'avoir passé autant de temps dessus sans la partager. Avant de finir ce podcast, je voulais aussi vous dire qu'en général les 2 premières phases sont souvent celles qui sont le plus négligées. Mais je pense qu'il faut les faire avec sérieux, car elles vont vraiment vous aider dans le développement, mais aussi vous faire gagner du temps sur le projet. J'aimerais vous demander une dernière chose avant de vous quitter. J'ai créé un sondage afin de connaître un peu plus vos attentes sur ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur dev-mania.fr/avis. Je voulais aussi vous remercier car c'est grâce à vos écoutes que ce podcast se fait connaître. Et surtout, c'est grâce à vous que je continue de le faire. Vous me donnez vraiment beaucoup de motivation. Pour finir cet épisode, comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'intégralité de mes podcasts sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation, surtout si ce que je fais vous plaît. Cela aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt dans un autre podcast.